Une étudiante de 19 ans a disparu le matin du 15 juin 2013. Elle a laissé derrière elle un mystère qui à ce jour n'a pas été résolu, avec de nombreux indices impliqués et des détails très curieux. C'est le cas d'Adrienne Céleste Salinas. Adrienne Salinas est une fille de ce qu'il y a de plus normal, qui étudie à l'université et plus précisément à Gateway College. Elle a disparu en juin 2013, plus précisément le 15 juin, et ce n'est que le lendemain qu'on va commencer à se poser des questions. Les gens autour d'elle se sont rendus compte de son absence, et c'est son père qui va signaler sa disparition. Selon des amis à elle, c'était une personne très gentille, qui avait beaucoup de facilité à communiquer avec d'autres personnes. Tous ses amis semblaient avoir un avis très positif à son égard. Quant à sa vie intime, elle était dans une relation où il y avait un peu plus que de l'amitié envers un homme. En gros, c'était un peu plus que des amis, mais ça restait assez flou. Ils ne l'ont jamais rendu officiel. La personne avec qui elle était s'appelait Frank. Pour tout le monde, ses amis, sa famille, tous ceux qui entouraient Adrienne, elle était en couple avec cet homme. Ça semblait évident. En regardant le comportement de Frank, on voyait directement qu'il n'était pas du tout dans l'optique de rester ami avec elle. Mais il ne voulait pas pour autant officialiser leur relation. Enfin bref, continuons l'enquête. Selon la police, Adrienne et ses amis organisaient une fête dans un appartement situé entre Garden Drive et Fight Street. Ce soir-là, Frank était présent, et bien qu'il n'y ait rien de formel entre lui et Adrienne, la situation semblait un peu gênante pour les deux, et au bout d'un moment une dispute va éclater au beau milieu de la fête. Ici on a très peu d'informations sur ce qui s'est passé. Frank ne voulait pas s'engager et se mettre dans un statut de couple. Et quand il était à cette fête, il y avait d'autres prétendants d'Adrienne. Des hommes qui aimeraient parler à Adrienne, mais qui ne le font pas, car l'ambiance était très pesante. Personne n'osait rien faire, sachant que Frank était présent et bien connu pour être proche d'Adrienne. Cette soirée va rapidement agacer Frank. Il était jaloux et ne supportait pas cette fête. Après s'être disputé avec Adrienne, ils vont tous les deux décider de rentrer en voiture. Ils sont partis au début de la fête et n'ont pas pu profiter. Cependant, Frank est finalement rentré seul à la maison, parce qu'Adrienne était apparemment toujours contrariée par la situation. Alors elle va quitter la voiture et retourner à la fête en marchant. Ici je vais vous raconter la version de Frank, donc il y a peut-être des choses à prendre avec des pincettes et des incohérences parfois. Bref, selon lui, une fille seule la nuit c'était beaucoup trop dangereux. Il ne veut pas la laisser, donc il va la suivre. Donc Adrienne est en train de marcher sur le trottoir et Frank en voiture se rapproche et lui crie dessus. Il lui dit monte, monte, vas-y monte dans la voiture, mais elle refuse. Il insistait en lui disant qu'il allait la déposer à la fête et que c'était plus sûr. Il va continuer mais elle refuse et elle décide de marcher seule. Elle était très énervée et c'était très compliqué pour lui de se faire entendre. Mais à force, contre toute attente, elle finit par accepter malgré son énervement. Un peu plus tard, avant d'arriver à la fête, d'un coup elle sort à nouveau du véhicule dans un endroit qui n'était pas si loin de la fête. Là par contre, Frank est très contrarié. Il va avertir les amis d'Adrienne. Il va leur dire qu'elle était descendue de la voiture et qu'elle se rendait à la fête chez elle à pied. Il leur demandera de l'attendre et c'est ce que ses amis feront. Elle arrive enfin mais on pouvait toujours voir qu'elle était contrariée par la situation. Peu de temps après, elle décide d'aller chez Frank avec sa propre voiture. C'est là qu'elle prépare son sac et quitte l'appartement à nouveau. Ses amis tenteront de la convaincre et de ne pas aller chez Frank, mais de rester chez elle. Elles étaient toutes inquiètes pour Adrienne, car toutes savaient qu'elle avait bu de l'alcool plus que d'habitude, et elles ne voulaient pas la voir partir dans cet état. Ses amis et les personnes présentes à la fête précisent que ce n'était pas comme si Adrienne était ivre, non. Elle n'était pas encore arrivée à ce stade, mais elle avait quand même bu plus que de raison. Adrienne de son côté se fout complètement de leur avis. Au moment où ils ont été un peu négligents et qu'ils ont tourné la tête, elle va quitter l'appartement et monter dans sa voiture. Et c'est à partir de là que notre histoire devient un peu plus intéressante. Lorsqu'Adrienne part avec la voiture, malheureusement elle donne raison à ses amis. Elle éclate littéralement sa voiture le long de la courbe de l'avenue, non loin de sa maison. Cela a provoqué l'éclatement des pneus du côté conducteur. Malgré ça, elle conduit la voiture jusqu'à Brown Street et elle va la laisser garer là. Elle se dit que ce n'était pas très grave et qu'elle aurait tout le temps de la réparer plus tard. Ensuite, elle continue de marcher. Elle était environ à un pâté de maison de son appartement. Et ce soir-là, ce serait la 3e fois qu'elle y retournerait. Elle va contacter Frank par message en lui expliquant la situation, mais qu'elle ne changeait pas pour autant ses plans. La police confirme qu'Adrienne avait abandonné sa voiture près de la maison. Arrivée chez elle, elle va changer de vêtements pour ensuite appeler un taxi pour aller chez Frank. Elle demande alors qu'on vienne la récupérer dans une supérette appelée AMPM d'une station-service. Là-bas, elle n'était qu'à quelques pâtés de maison de son appartement. Selon ses amis, elle a laissé son sac à main et ses clés
rouler dans l'appartement. Mais quand le taxi arrive devant la supérette à 4h53 du matin, il n'y a personne. Le chauffeur commence par appeler Adrienne pour savoir exactement où elle était parce qu'il ne la trouvait pas. Elle répond et elle indiquera qu'elle était déjà en route et qu'elle arrivait. Donc ce qu'on sait jusque-là, c'est qu'elle est sortie de chez elle en direction de la station-service. Elle va apparemment bien, mais une dizaine de minutes après, elle disparaît. Seulement 14 minutes après l'appel du chauffeur de taxi, son téléphone est éteint. Là, on fait face à une problématique. Une personne vient de disparaître et on peut se poser tout un tas de questions. Pour tout le monde, le stress et la peur commencent à monter et on fait face à une urgence. Il faut impérativement la retrouver et au plus vite. Est-ce qu'une personne aurait fait du mal à Adrienne et est-ce qu'on connaît cette personne? Pour le moment, on n'a aucune information. Tout était possible. Dans ce genre de disparition, comme je le dis, tout est possible, que ce soit avec des inconnus ou des proches de la famille. On va essayer de creuser et d'analyser tous les détails qui pourraient nous aider. Donc reprenons, elle devait se rendre chez Franck. Rappelons-nous qu'elle s'est disputée avec lui un peu plus tôt. Donc là, elle appelle un taxi qui vient la chercher, et quand on regarde bien tout ce qui s'est passé, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle appelle ce fameux taxi. Une caméra de surveillance confirme le passage d'une femme qui ressemblait à Adrienne. Elle marchait près du jardin de l'université, à travers un parking de pièces automobiles, à 4h52 du matin. Maintenant, dans la vidéo, il semble qu'elle a été suivie par un véhicule sombre, mais ce véhicule n'a toujours pas été identifié. Il y a un détail qui a rendu son identification très compliquée. En juillet 2013, le mois où a disparu Adrienne, il y avait de fortes pluies. Tellement fortes qu'on avait du mal à y voir clair, et surtout sur une vidéo de caméra surveillance. A noter qu'il y avait aussi des rivières normalement asséchées, inondées par les fortes pluies. Le courant était si fort qu'il a provoqué de nombreux dégâts. Le 9 août 2013, un habitant de la région décide de vérifier sa propriété après les inondations. En fouillant bien, l'homme va faire une découverte des plus terrifiantes. Avec tous les courants d'eau qui étaient passés par là, il a découvert des morceaux de restes humains. Il appellera la police et les restes seront identifiés plus tard comme étant ceux d'Adrienne. Les restes se trouvaient dans un désert situé à environ 48 km de l'endroit où elle était censée avoir disparu. La police pense que le corps a été jeté ailleurs et traîné en aval par l'eau, depuis les marais salants jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée. En fouillant un peu, certaines des choses que j'ai trouvées m'ont rendu un peu curieux, surtout quand il s'agit du corps d'Adrienne. La police indiquera que le corps avait beaucoup de peau et de tissu sec, ainsi qu'une petite masse de cheveux. Cette information fait penser à la police qu'Adrienne a pu être décapitée. En revanche, ce qu'elle ne sait pas, c'est comment tout ça s'est produit. Est-ce que cette décapitation est due au courant fort? C'était une très bonne question. Il est très probable qu'un corps en état de décomposition, avec la pression de l'eau, puisse provoquer une décapitation. Mais là, c'était autre chose, et c'était beaucoup plus grave et effrayant. Les deux situations étaient possibles dans la tête de la police. À ce jour, la raison de sa mort n'est pas connue, et ça reste un véritable mystère. Passons maintenant à quelques faits intéressants que je vais vous rapporter maintenant. Ça pourra peut-être nous aider à résoudre ce mystère ensemble. Ces faits que je vais vous rapporter me semblent très importants, et rien n'est à prendre à la légère. On sait aujourd'hui que souvent, dans les affaires de disparition et de meurtre, ce sont les tout petits détails, à qui on ne prête pas beaucoup attention, qui nous aident à résoudre ces cas. Les enquêteurs le disent eux-mêmes, il ne faut omettre aucune donnée, aussi infime soit-elle. Alors les vérifications téléphoniques faites par la police confirmeront qu'Adrienne a contacté Franck environ 11 fois vers 4h15 du matin. Elle lui a même envoyé un message vocal où elle confirme qu'elle arrivait chez lui. Mais on n'a jamais eu réellement d'infos sur ces appels. Peut-être que certains d'entre nous pensent que Franck n'était pas impliqué dans cette affaire, mais il y a quand même des choses étranges. Pourquoi cette fameuse dispute avec Adrienne? On ne sait toujours rien à ce sujet. Sur des vidéos que j'ai pu voir, des commentaires, des interviews de la police, on remarque certaines choses. On sait de Franck qu'il a été très coopératif pendant l'enquête, et qu'il a été lavé de toute culpabilité grâce aux enregistrements des téléphones portables et à leur position GPS. Il a également accepté de passer plusieurs tests de détecteurs de mensonges et dans tous les tests, il n'a eu aucun problème à répondre. Il a beaucoup soutenu les recherches avant qu'Adrienne ne soit retrouvée sans vie. Il distribuait des avis de recherche tous les jours, avant et après son travail. Des témoins vont assurer que cette nuit-là, entre 2 et 5 heures du matin, il était bien avec elle et chez elle, comme le confirme la localisation des téléphones. Selon les amis et les locataires, il n'aurait pas pu être physiquement présent sur le lieu de la disparition d'Adrienne. Mais alors qui a maltraité Adrienne?
La police a enquêté sur les 40 personnes qui étaient aussi à la fête. Quelqu'un dans la masse devait forcément savoir quelque chose, ou un indice peut-être. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Eh bien malheureusement, ce n'était pas le cas. Personne ne semble avoir vu Adrienne après son départ. Les photos et les vidéos prises cette nuit-là montrent que tout le monde était là. À ce stade, ça devient très compliqué. Tout le monde semble dire la vérité, et on n'en sait pas plus concernant Adrienne. Du coup, on va s'intéresser à la compagnie de taxi. Le chauffeur de taxi qui a été appelé ce jour-là est Simon Junior, qui est le fils du propriétaire de cette entreprise. Donc Simon est le chauffeur qui va être appelé. À cette nouvelle, quelque chose de curieux se produit et les langues se délient. Plus tard, certains témoins d'anciens clients du taxi qui vont prendre connaissance de l'affaire donneront plusieurs informations. Un jour, alors qu'il emmène un couple de passagers, il a eu tout un tas de comportements plutôt intéressants. Il reçoit un appel et il fait comme s'il parlait à Dieu et qu'il avait l'habitude de lui parler tous les jours. Je sais, dit comme ça c'est étrange, mais écoutez la suite. D'autres de ses clients malchanceux diront avoir vu qu'il avait une scie dans le coffre de son taxi. Cela avait effrayé certains clients auparavant, et ça lui a valu de perdre quelques courses. C'était le fils du patron, et visiblement, son père supportait ces débordements, puisqu'il continuait de faire différentes courses pour la compagnie. Selon un autre couple de clients témoins, Simon leur a dit qu'il était le dernier à avoir vu Adrienne vivante. Cette déclaration les a particulièrement effrayés sur le moment, puisqu'ils avaient vu la scie dans le coffre en chargeant leurs bagages. Et tu m'étonnes qu'ils sont terrorisés. À quel moment tu as une scie dans ta voiture? À moins d'être un bûcheron, je ne vois pas trop. Les clients diront qu'il a continué sa course comme si de rien n'était, et il les emmènera à destination sans leur faire aucun mal. Tout ça, ces témoignages, a éveillé les soupçons de la police. Les enquêteurs tentent alors de le contacter pour le faire témoigner. Ils lui rendent visite à son domicile et lui demandent pour passer un test ADN, et il va tout simplement refuser. Ils ont dû lui apporter un mandat pour pouvoir l'arrêter, et une fois arrêté, il a été contraint par la justice de passer le test. Et c'est ainsi qu'on peut voir l'enregistrement de son interrogatoire après son arrestation. C'est un enregistrement très bizarre à cause de son comportement. Pendant l'interrogatoire, l'homme est torse nu, en train de jouer avec un gobelet en plastique. Il a l'air de s'amuser pendant que la police lui pose tout un tas de questions. Et ça va clairement les agacer et les contrarier. La police a cependant réussi de manière très forcée à le faire coopérer. Ils vont réussir à obtenir un échantillon ADN afin que l'on puisse enquêter sur lui. D'une certaine manière, on peut comprendre son attitude s'il est innocent. Parce qu'imaginez qu'il a vraiment rien fait. C'était juste un chauffeur de taxi et on t'arrête pour aucune raison. Il n'a rien demandé, vous n'êtes même pas connu de la personne disparue et on vous oblige à faire tout ça. On vous sort de chez vous et c'est vrai, parfois il faut le dire, la police est parfois très injuste. Alors je peux comprendre son ennui et son agacement, mais je trouve que c'était un peu trop excessif. Par rapport à ce que la police lui demandait, il avait juste à coopérer et c'était fini. Bref, son comportement reste très normal on va dire s'il est complètement innocent et qu'on vient lui casser la tête, mais son comportement peut montrer aussi une certaine arrogance s'il est coupable. Tout ça est à méditer et on doit en savoir un peu plus pour se positionner. Il y a une autre information que j'ai trouvée qui a attiré mon attention. Une femme a rapporté que la nuit de la disparition d'Adrienne, un de ses neveux a entendu des cris. On aurait dit les cris étouffés d'une femme, comme s'ils étaient couverts par quelque chose. Les cris ont été entendus dans l'appartement de Simon Junior. Et Simon, je vous rappelle que c'était le chauffeur de taxi. Ce soir-là, un jeune homme, le neveu de la voisine, va voir ce qui se passe dans l'appartement de Simon. Mais celui-ci refuse de le laisser entrer. Et effectivement, quand la police est rendue chez Simon, il leur a également refusé l'accès à sa maison. C'est quand même bizarre de ne pas vouloir les laisser rentrer. Dans une affaire comme celle-ci, ça paraît très suspect. Il y a un autre intervenant dans cette affaire et ça va plutôt vous surprendre. Une personne a tenu un rôle très important dans cette affaire et c'est le père de Simon. Il s'agit de Thomas, le propriétaire de la compagnie de taxi. Comme vous pouvez l'imaginer, cette affaire n'allait pas donner une très bonne réputation à la compagnie. Il a donc essayé de coopérer autant que possible avec la police afin que ce soit résolu de la meilleure façon possible. Un mois après l'enquête, il a commencé à faire des choses curieuses. Il était tellement intéressé par l'affaire qu'il a pris la liberté de se rendre à l'endroit où ça aurait pu se produire. Il a enregistré une vidéo décrivant la trajectoire qu'Adrienne a pu prendre. Il va essayer de décrire ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'ils l'ont vu. La vidéo est très particulière quand on regarde. Il filme son parcours en plein jour, son comportement, sa façon de faire laisse à désirer. Il y a aussi quelque chose qui a soulevé un peu plus de soupçons envers Thomas. Cet homme avait déjà des antécédents criminels en 2001. Une de ses petites amies l'a dénoncé pour l'avoir agressé sexuellement. Il a aussi des accusations de délit de fuite et pour recel. Mais il a toujours dit que ces crimes n'ont rien à voir avec la disparition d'Adrienne. Et il dira même qu'il n'a jamais tué de femme. Bah heureusement que t'as pas tué de femme, on va où sinon? Logique. Bref, on rappellera tout de même qu'en général, les criminels commencent toujours par des petits délits pour finir avec des plus gros délits. Ils ne vont pas commencer du jour au lendemain à kidnapper et à tuer des gens, c'est ce que je veux dire par là. C'est quelque chose qui va aller crescendo, étape par étape.
Ils vont commettre des vols pour certains et d'autres tuer de petits animaux et ainsi de suite. Autre élément à ajouter, une émission de télévision a fait un épisode sur cette affaire et j'en ai vu quelques extraits. J'ai pu voir quelques témoignages et interviews de la police. On va beaucoup mettre en avant les soupçons sur Thomas, mais la police va dire qu'il a été interrogé et relâché en 2013. Thomas a précisé ne rien savoir sur cette affaire et qu'il ne souhaitait plus s'exprimer à ce sujet. Cependant, il précisera que les enquêteurs n'ont même pas essayé de le contacter après son interrogatoire. Peut-être qu'il s'agit d'un cas de négligence de la police. Simon Junior lui-même a été rapidement relâché après son interrogatoire aussi. Il n'a même jamais été officiellement considéré comme un suspect ou autre. Un autre détail que j'ai remarqué concerne les amis d'Adrienne. Lorsqu'il parlait d'elle, ses amis mentionnent tous qu'elle était une très bonne personne. Ça, je l'avais déjà dit. Personne n'avait rien à dire la concernant, sauf quelque chose. Elle était tête en l'air et elle oubliait toujours son téléphone portable quelque part. Il a été plus ou moins mis en avant que la police n'a pas trop creusé là-dessus. Les données du téléphone portable sont détenues par la compagnie de téléphone. Mais le téléphone portable physique, lui, n'a jamais été retrouvé, et ce, malgré la géolocalisation. Maintenant, mettons-nous à la place du criminel. Cette info pourrait peut-être servir pour tromper l'enquête de la police, non? Est-ce que le criminel se serait servi de cette excuse pour brouiller les pistes et profiter de la situation? Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Mogo? Qu'est-ce que tu dis? Je m'explique, sans téléphone, on ne peut pas demander d'aide ni répondre au chauffeur de taxi. Pour un tueur, c'est utile de savoir ça, il peut le faire disparaître à jamais. Donc ses amis qui blaguaient à ce sujet-là ont commencé à s'inquiéter quand le portable n'a été retrouvé ni dans sa voiture, ni à la fête, ni dans sa chambre, ni nulle part ailleurs. Le téléphone aurait pu être une source très utile pour l'enquête. Je sais, je pars un peu loin dans mes théories, mais l'affaire est tellement étrange. Autre élément de l'enquête super important, comme je l'ai déjà dit, il semble qu'elle ait été décapitée. Mais dans tout ça, seuls ses os ont été retrouvés. Sa tête et ses mains restent introuvables. Cette affaire est un véritable casse-tête. Je vais émettre quelques hypothèses, des théories et des soupçons. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette affaire qui est pourtant très connue aux États-Unis. Mais dans cette histoire, tout le monde a un comportement suspect et il faut le dire. Déjà, on peut se demander pourquoi Adrienne a souhaité prendre le taxi à la supérette plutôt qu'à l'endroit de l'accident ou même chez elle. Sur ce point, personnellement, j'ai deux théories. Commençons pour la question de l'accident. Adrienne a préféré ne pas en parler et le garder pour elle, ne rien dire à ses amis ni au chauffeur de taxi, simplement parce qu'elle était alcoolisée. Donc forcément, si la police intervient, ça aurait été des problèmes et une grosse amende. Maintenant, la seconde théorie concerne ses amis. Pourquoi elle les a pas appelés? J'ai bien compris qu'au travers de son comportement, qu'elle n'avait aucune envie de se justifier auprès d'eux et surtout après la soirée qu'elle avait passée. En gros, elle était en état d'ébriété et elle risquait des problèmes avec la police et la morale de ses amis. Simon, qui a été l'un des suspects, avance une autre théorie. Adrienne aurait été prise par un autre taxi. Rappel important ici, quelle que soit la compagnie de taxi que vous utilisez, vérifiez systématiquement que les plaques d'immatriculation correspondent à ce qui vous a été communiqué ainsi que le nom du chauffeur, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver et sur qui on peut tomber, donc un peu de prévention, ça fait pas de mal. Il y a une troisième théorie comme quoi un autre chauffeur de taxi serait passé par là par hasard et lui aurait dit « Montez, montez, de toute façon j'ai personne, allez !» Ça c'est l'une des théories de Thomas qui, rappelez-vous, est le patron de la compagnie de taxi qui a été appelé. Théorie qui, selon moi, est un peu tirée par les cheveux. Il veut juste redorer l'image de sa compagnie et montrer qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Autre sujet qui est évoqué lors de l'enquête, dans cette station-service, il y avait bien un système de vidéosurveillance, non? Rappelez-vous. Et bien sur cette vidéo, on voit Simon arriver, il descend de son véhicule, regarde à droite et à gauche, comme s'il cherchait quelqu'un. Il y aura beaucoup d'allégations quant à son comportement. Beaucoup diront qu'il s'est peut-être délibérément posté devant la caméra afin d'être bien vu. Il aurait très bien pu mettre Adrienne dans son coffre avant de venir se poster là. Parce que rappelez-vous que lorsqu'il l'appelle, elle lui dit qu'elle est déjà en route. Est-ce qu'il ne l'a pas croisée avant? Dans les vidéos de surveillance, on ne voit pas d'où vient le taxi. Il aurait pu parfaitement arriver, la croiser et la mettre dans son coffre. Ça reste une théorie mais qui n'est pas à négliger. Il s'est mis là devant la caméra en se montrant bien en évidence. Comme pour dire, vous inquiétez pas, regardez, je suis là devant et vous avez la preuve en vidéo que je n'ai rien fait à Adrienne. Peut-être que tout ça a été calculé et qu'il voulait être filmé comme pour avoir un alibi. Et je vous rappelle qu'il y a des éléments troublants. Une scie a été retrouvée dans sa voiture et ça, c'est très étrange déjà. On a aussi le père de Simon qui va faire une vidéo YouTube sur le supposé trajet d'Adrienne. Est-ce qu'il n'était pas en train de chercher à se dédouaner de quelque chose? Son comportement paraît tellement suspect, comme s'il était en train de cacher quelque chose au fond. Maintenant parlons d'un autre suspect, bien qu'il ait été très coopératif avec la police. Il s'agit de Franck, le pseudo petit ami d'Adrienne. L'une des choses qui est mise en avant, c'est qu'Adrienne a essayé de le contacter plus de 32
fois. Imaginez-vous, Adrienne qui l'appelle 32 fois et lui ne répond pas. Et elle va même laisser un message vocal. Et malgré tout ça, il ne répondra pas. L'opinion publique ainsi que les enquêteurs ont trouvé ça suspect de sa part. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? On parle de 32 appels quand même, normalement il y a de quoi s'inquiéter. Ça fait peur, 32 appels! Il dira simplement parce que non, on était fâchés et elle arrivait, de toute façon, je le savais. Je peux comprendre qu'en couple il y a des hauts et des bas, mais là, c'était clairement abusé. C'est vrai que des fois on n'a pas envie de répondre, mais 32 appels, c'était très préoccupant. Bref, Franck était en colère et a été disculpé par la police, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à ce stade? Eh bien, il y a un autre suspect dans cette affaire. De par sa localisation et de par son histoire, la personne suspectée pourrait être Brian Patrick Miller, plus connu sous le nom de Zombie Hunter. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, en tout cas il était très actif sur les réseaux sociaux. C'était un homme obsédé par le steampunk et les jeux de rôle. Il conduisait une vieille voiture de police hors service et il se faisait appeler The Zombie Hunter, ou le chasseur de zombies. Il est plus ou moins connu parce qu'il est aussi un tueur en série présumé. Miller est détenu dans une prison de Phoenix. Il est détenu pour implication confirmée par ADN dans la décapitation d'Angel Brousseau. Il a été arrêté que 20 ans plus tard en 2015. Elle avait seulement 22 ans la pauvre. Il a aussi participé au meurtre à l'arme blanche avec mutilation de Medan et Bernat, 17 ans. Ces deux crimes se sont produits à 10 mois d'intervalle alors qu'il se promenait à vélo le long d'un canal de Phoenix en 1992. Comme je l'ai précisé, il y avait beaucoup de soupçons sur lui avant 2015, mais il a fallu tout ce temps pour qu'il soit arrêté. Et je vous rappelle qu'Adrienne a disparu et a été retrouvée morte en 2013, donc il aurait très bien pu être responsable de ce meurtre également. Sur les réseaux sociaux, il publie des choses comme sa vie, ou bien l'endroit où il se trouve, etc. Et selon ses publications sur Facebook, il était à une fête avec ses amis à Tampa le samedi 15 juin, qui était près de l'endroit où Adrienne a disparu. Comme par hasard, si ça c'était pas étrange, sérieux. Une journaliste indépendante et amie de Brian Patrick Miller affirme qu'il n'était pas seulement à une fête près de l'endroit où ça s'est passé. Il avait également prévu de continuer avec une promenade matinale qu'il avait lui-même publiée sur Facebook. Il est peut-être injuste de condamner quelqu'un sans preuve, mais la vérité, c'est que c'est un meurtrier et qu'il a déjà assassiné 2 personnes dans une tranche d'âge semblable à Adrienne. 2 femmes, et juste à cette occasion, il était près de la région. Brian était une personne qui aimait faire de la randonnée tôt le matin. Donc tout était possible, et surtout au vu de ses antécédents. Maintenant, il y a encore autre chose, comme je l'ai mentionné. On suppose qu'il y avait une voiture non identifiée près d'Adrienne dans les vidéos. Dans la rue où elle a été vue, effectivement, on peut voir qu'il y a précisément une voiture. Lorsque la police perquisitionne la maison de Miller, pendant que des agents l'arrêtent à son travail chez Amazon, ils trouvent chez lui une voiture noire mat sous une bâche noire cachée dans la cour arrière de sa maison. Malheureusement à ce moment-là, il n'y avait pas assez de preuves pour l'emprisonner. Mais quand on regarde bien, il y avait beaucoup de coïncidences quand même. Un meurtrier, une voiture noire dissimulée, c'était trop étrange. Je crois que c'est la vidéo où j'ai dit le mot étrange le plus de fois, mais c'est le cas. Là, je vous rappelle que le corps a été retrouvé décapité et déjà momifié sans les mains. Miller avait également mutilé d'autres de ses victimes. Nous devons également garder à l'esprit le festival de la Renaissance de l'Arizona, l'événement steampunk qui était proche de l'endroit où Adrienne a été retrouvée. Miller est un passionné et assiste à des événements steampunk dans des villes fantômes. Miller publiait beaucoup sur ses réseaux sociaux et il était connu pour télécharger et avoir en sa possession du contenu assez hard. Aujourd'hui, Facebook est beaucoup plus strict avec ce genre de sujet. Mais avant, il n'y avait pas la même sécurité que nous avons aujourd'hui par rapport aux publications. On sait qu'il a téléchargé des images à connotation cannibale, des images de femmes décapitées, des photos très réalistes de cadavres. Et comme si ça ne suffisait pas, il vivait aussi très proche d'une personne qui a disparu. Il s'agit de Brandy Myers. Elle est également de la même tranche d'âge que les autres victimes. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas eu la décence de dire qu'il était coupable. Non, ça a été découvert par son ADN. Alors qui nous dit qu'il n'a pas fait la même chose avec Adrienne? Il n'a peut-être juste pas avoué et la police n'a pas découvert que c'était lui grâce à son ADN. Lui, il dira qu'il s'agit de fâcheuses coïncidences et qu'il n'avait rien à voir avec la mort d'Adrienne. Je vous cache pas que sa parole me fait clairement douter. On parle d'un homme qui aimait se vanter de ce qu'il aimait faire. Il parlait de sujets de cannibalisme et de mort et il les publiait sur ses réseaux sociaux. Il roulait dans une vieille voiture de police en se faisant appeler le chasseur de zombies. C'était du grand n'importe quoi. C'était un homme rempli de vices qu'on peut
clairement qualifié de dangereux pour notre société. Déjà, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est déjà en prison, qui n'a plus rien à perdre, n'avoue pas ses meurtres. Autant assumer la mort de ses filles, l'enlèvement et les mutilations. De toute façon, tu n'as plus rien à perdre, tu es enfermé pour toute ta vie. Le papa d'Adrienne, Rick Salinas, continue d'offrir 20 000 $ pour des informations. Il veut absolument arrêter et condamner les personnes responsables de ce crime. Mais jusqu'à ce jour, on ne sait rien du meurtre d'Adrienne Salinas. Ce genre de sujet me semble très important à évoquer, car l'affaire n'est toujours pas résolue et reste un mystère. On a toujours tendance à faire des affaires résolues, mais pour une fois, on va finir sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Pablo Antonio Amin est né en 1983 à Tucumán, en Argentine. On n'a aucune information concernant sa famille, rien n'a été divulgué, et donc on n'a aucun moyen de savoir qui était son père, ni sa mère, ni même s'il avait des frères et sœurs. Lorsqu'il était enfant et qu'il prenait des cours d'anglais, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré sa femme, Maria Marta Arias, qui avait 1 an de plus que lui. Des années plus tard, ils se sont recroisés alors qu'elle était étudiante en 3e année d'économie à la faculté. C'était une belle femme qui avait la tête sur les épaules, calme et discrète. Pablo, de son côté, avait été cocaïnomane entre 16 et 21 ans. Petit à petit, Pablo et Maria ont commencé à sortir ensemble. Ils se voyaient régulièrement et on avait l'impression de voir un couple de ce qu'il y a de plus classique. Par la suite, Pablo Antonio Amin va être présenté aux frères de Maria. Mais Pablo ne s'entendait pas avec ses frères, donc il a juste décidé de les ignorer et de ne pas y faire attention. En 2005, Pablo pesait 160 kilos, ce qui avec sa taille et ses 2 mètres faisait de lui un géant imposant. Déterminé à perdre du poids et selon ses propres déclarations, il a commencé à consommer un célèbre produit diététique, la poudre Herbalife. D'ailleurs, je suis en train de parler de votre produit Herbalife. Alors contactez-moi par email et venez me khalas moi et mes abonnés. Allez, on fixe le prix à 3 000 €. Et bien sûr, mes amis, on partage moitié-moitié. Et je rigole pas, j'attends votre message. Bref, avec le produit Herbalife qu'il va consommer, en 4 mois, il va perdre 40 kilos, ce qui a fini par le convaincre que le fameux produit miracle était efficace. Il est devenu passionné par cette marque qui lui a rendu énormément service. À ce moment-là, sa vie a commencé à tourner autour du produit minceur et tonifiant. Il conduisait une Citroën C3 et aimait voyager. En juillet 2007, Maria Marta et Pablo se sont mariés dans une église de Santiago. Ils s'étaient jurés de s'aimer et de se respecter jusqu'à la fin de leur vie. Mais si seulement ça avait été le cas. Peu de temps après, un incident jamais éclairci a assombri le bonheur conjugal. Maria a pris plusieurs photos nues d'elle. Elle était dans une attitude lascive sur son lit. Personne ne sait à ce jour si les images ont été prises par son mari ou bien quelqu'un d'autre ou elle-même. Les enquêteurs ont découvert qu'une copie a été envoyée par email à de nombreux amis de Pablo. Selon les rumeurs, Amin aurait découvert que Maria Marta avait fait circuler ces images parmi ses connaissances et à un moment, ça lui a donné envie de se venger. Mais se venger de quoi finalement ? C'est ce qu'on va découvrir. Quelque chose de très sombre se cache derrière tout ça et on va essayer de creuser avec la suite. Avec tout ce que j'ai pu trouver, les témoignages, l'enquête de la police, on va essayer de reconstituer l'histoire de Amin jusqu'à arriver au meurtre. Accrochez-vous bien parce que cette affaire, elle est complètement folle. Banks. Comme je l'ai dit, avant d'arriver au meurtre, nous allons essayer de retracer tout ce qui s'est passé avant ça. Le samedi 27 octobre 2007, le couple est arrivé à la Banda qui est située à Santiago de Estero. Ils ont choisi l'hôtel Catalina Park pour rester quelques jours là-bas, situé au 340 avenue Soldati. On leur a donné la chambre 514 au 5e étage. Ce jour-là, Maria ne voulait pas se rendre à Tucumán. Elle a été en quelque sorte forcée par Amin qui a insisté pour qu'il fasse le voyage. Il semblait évident qu'il avait planifié ses actions pendant qu'ils étaient à Santiago de Estero, mais personne ne peut le certifier. Manque de preuves. Ils se sont rendus à l'hôtel Tucumán Center. Là-bas se tenait une réunion de vendeurs Herbalife. Amin s'installe dans un stand et commence à faire des smoothies. Et c'est là que les autres participants ont remarqué qu'il transpirait beaucoup. Il faisait chaud donc les gens n'y ont pas prêté attention plus que ça. Ce jour-là, ils ont mis ça sur le compte de la chaleur. À midi, Pablo a commencé à crier les poings levés, défiant un autre vendeur de se battre. Le mec était tranquillement en train de faire ses smoothies et d'un coup, il a plein de pulsions qui sortent de nulle part. Je trouve ça super dangereux ce genre de réaction. T'as un mec bipolaire en face de toi qui en un instant devient colérique et peut t'agresser pour n'importe quoi. Bref, il s'énerve à cause d'un certain Luis Bader, qu'il soupçonnait de vouloir voler ses clients. Alors dans la tête de Amin, c'était la paranoïa. L'homme à qui il pensait était une menace. Tout d'abord, faut savoir que cet homme n'était pas présent ce jour-là. Et en plus de ça, le pire dans l'histoire, c'est que Luis Bader était un travailleur honnête, seul dans son coin, sans aucune arrière-pensée face à la concurrence. Amin s'est créé tout un scénario dans sa tête, convaincu qu'il voulait lui voler ses clients. Il reste dans son délire, persuadé qu'il a raison et il s'énerve. Il se met à lancer ses poings en l'air comme un malade. On
avait l'impression de voir un fou ce jour-là. Il a passé un long moment les mains en l'air, demandant et exigeant que vienne Bader, jusqu'à ce que Maria, sa femme, arrive. Elle le trouve dans un sale état, en train de stresser, transpirer. Elle voyait qu'il se sentait mal, donc elle l'apaise et le rassure. Ensuite, ils vont quitter la salle, et un peu plus loin, on les voit emprunter un chemin étroit. Une sorte de petite ruelle, avec quelques magasins entre les vendeurs et les passants dans la rue. Amine marchait très vite, et Maria le suivait à grande enjambée. Elle était en pleurs, s'accrochant fortement à sa chemise. Ils ont pris la voiture, et ils ont laissé le véhicule dans une station-service. Et selon le témoignage de Amine, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à entendre une voix féminine dans sa tête. Une voix qui le prévenait d'un danger, que quelqu'un voulait le tuer. Pablo, Pablo, ils vont te tuer, cours, Pablo, ils vont te tuer, cours, cours. Alors ici, il faut imaginer Pablo et Loco en train de paniquer, de se demander mais bordel, on est suivi, et c'est quoi toutes ces voix que j'entends? Avec toutes les menaces qu'il entend dans sa tête, cette voix qui ne le quitte pas, il va entraîner sa femme pendant plus de 2 heures à se déplacer d'un point A à un point B. Il n'avait pas d'itinéraire, il prenait le bus puis le taxi, pour au final se retrouver à 3 pâtés de maison du point de départ. Amine et Maria étaient devant une cathédrale, située en face de la Plaza Independencia à Tucumán. Les va-et-vient du couple dans la ville se sont avérés incohérents. C'était du n'importe quoi et ça n'avait aucun sens. À 17h15, dans la cathédrale, le père José était présent dans l'église. Jusque-là, rien à signaler, il était dans sa routine à faire ses baptêmes. Mais tout ce calme va être interrompu par le couple Maria et Pablo. Ils vont demander la bénédiction et le baptême de leur union. Amine avance vers le prêtre et prononce la phrase suivante. Père, baptisez-nous. Le père José Navarro lui demande d'attendre à côté. Entre parenthèses, mon espagnol est vraiment catastrophique. Bref. Père, j'ai besoin que tu nous baptises. Amine voulait absolument être baptisé. Il répétait encore et encore au prêtre qu'il le voulait. Le religieux surpris par cette intrusion lui a touché le visage. Et le photographe Fabian Amant a réussi à capturer le bon moment. C'était un photographe présent ce jour-là pour tous les baptêmes. Donc ici on a la preuve en image. Le prêtre est surpris et choqué par le comportement de Amine. Il va se mettre à boire cul sec l'eau bénite qui était posée juste à côté. Ensuite, plusieurs personnes ont vu Amine courir au milieu des voitures qui circulaient dans la rue, en criant qu'il voulait le tuer. Les passants présents ce jour-là étaient spectateurs. Amine se montrait instable, il semblait être perdu. Les gens autour de lui ne comprenaient pas ce qui se passait. Dans leur tête, ils devaient penser qu'ils avaient affaire à un fou, ça c'est sûr. Et malheureusement, c'était le cas. Et en plus de ça, il était très dangereux. J'étais pressé et son regard était perdu. Sa femme pleurait, se souvient le prêtre. Le photographe les a ensuite recherchés pour vendre la photo, mais il ne les a jamais trouvés. Pablo et Maria se sont séparés en quittant la cathédrale. Elle a été effrayée par le comportement étrange de son mari, et elle est partie retrouver ses amis. À 18h, le policier Sergio Santander était de service à la Plaza Independencia. Il était stressé car le lendemain, il avait une opération spéciale. Il devait intervenir pour sécuriser les élections nationales. Sur la route, c'est là qu'il va apercevoir un homme de grande taille qui errait le long d'un chemin comme s'il était perdu. L'agent de patrouille urbaine a essayé de lui demander qui il était, s'il connaissait la ville ou s'il pouvait appeler quelqu'un pour l'aider. Mais les réponses de l'homme n'étaient pas cohérentes et il a décidé de l'emmener au commissariat. Il a dit que son nom c'était Pablo Amine et qu'il vivait à Santiago de El Estero. Il disait être à Tucumán pour présenter et vendre des produits naturels. Avec toutes ces informations, les agents ont pu identifier l'homme. Il était anxieux, stressé et semblait être dépassé par son travail. Il ne faisait que parler de ça, de ses produits, etc. Bref, Pablo Amine se fait remarquer par beaucoup de monde. Tout d'abord par le prêtre à la cathédrale, puis ensuite par les policiers. Tout le monde trouvait que le comportement d'Amine était bizarre. Les policiers se posaient des questions, mais ce n'était pas assez grave pour l'enfermer ou quoi. On était encore loin de pouvoir le condamner pour quoi que ce soit. Pour le moment, il n'avait encore rien fait de grave. En attendant qu'il fasse venir une personne familière pour le récupérer, Amine demande de l'eau. Mais lorsque les agents lui ont apporté un verre, il avait bu toute une carafe posée sur le bureau de l'officier. Il était en train de marmonner, parler tout bas, puis à voix haute. Et d'un coup, il se met à partager les problèmes qu'il avait avec sa femme. Elle ne m'aime plus. Elle veut m'éloigner de tout le monde. Je ne veux plus parler à ma femme. Je ne veux pas parler à mes amis. Je ne fais confiance en personne. Vers 19h, Maria Marta est arrivée. Quelques minutes plus tard, Walter Cancino, un ami en commun, arriva également au commissariat. Sa femme et son ami lui demandent où il a garé la Citroën C3 de l'entreprise. Pablo va leur indiquer une adresse à Banda del Rio Sali. Puis il a demandé à Walter Cancino de lui apporter un bidon d'Herbalife. Et il va se mettre à proposer des produits aux policiers normal, en attendant l'arrivée du commissaire. Les agents se souviendront de ses propos. J'ai perdu 40 kilos avec ces shakes. À la maison, on en boit tous. Ma mère, ma femme. Ils ont été le premier à le baptiser Pablo El Loco Amine. Après qu'Amine a été remis à sa femme, cette dernière a demandé aux policiers s'ils pouvaient l'accompagner jusqu'à la voiture. Il était plus de 20 h lorsque l'inspecteur Luis Roberto Ibanez est arrivé. Le chef d'unité s'est entretenu séparément avec le couple et avec Cancino. Lorsqu'il discutait avec le jeune homme, plusieurs détails ont retenu son attention. Il parlait du produit qu'il vendait comme s'il était drogué. Son ton de voix était très rapide. L'officier supérieur a recommandé un examen dans un hôpital. Mais Amine va refuser.
déclarant qu'ils vont le droguer là-bas. Il ne faisait que répéter que c'était une mauvaise idée et qu'il allait le droguer là-bas. Je te rappelle que t'es dans un état plus que secondaire, Pablo. Entre nous, l'hôpital ça t'aurait fait plus que du bien. Vu ce que tu vas faire par la suite, ça t'aurait fait le plus grand bien. Les policiers vont lui expliquer que c'était une obligation légale pour lui de retourner auprès de sa femme et de faire cet examen. Et il va donc finir par accepter. Ibanez va donc transférer Pablo à l'hôpital Padilla. Maria Marta et Walter Cancino ont suivi la voiture de patrouille jusqu'à l'hôpital. Il était environ 21h et Amin a été examiné par un neurologue qui n'a trouvé aucune anomalie. Il lui a donné l'autorisation de partir avec sa femme et son ami. Pablo à ce moment-là fit semblant de trébucher dans une table d'instruments chirurgicaux. Il va en profiter pour voler un scalpel qu'il va cacher dans ses vêtements. Les agents Nieva et Santander ont attendu que le trio soit au complet et alors qu'ils traversaient le parking, ils ont entendu Amin dire à Maria Marta « Reste calme mon amour ». Quand nous serons tranquilles et que nous nous reposerons, je te dirai pourquoi je suis comme ça. Ils retournent ensuite à l'hôtel où leur destin funeste les attendait. Là, dans la tête de Amin, il se passe une multitude de choses. On ne sait pas ce qu'il a exactement dans sa tête, mais il va mal. Malheureusement, personne ne pourra l'arrêter. C'est déjà trop tard. Je tiens à préciser que la suite des événements est très troublante. Si vous avez un cœur sensible, accrochez-vous bien, car ça va être très très hard. Passons tout de suite au meurtre de Pablo El Loco. La nuit était déjà tombée sur Tucumán. Walter Cancino séjournait également avec sa femme à l'hôtel Catalina Park. La façade de l'hôtel était éclairée par le bas, ce qui la rendait haute, majestueuse et gracieuse. Dans le bar du rez-de-chaussée, il y avait un piano et des tableaux très coûteux. On était un samedi soir. Walter Cancino et sa femme parlaient de l'étrange comportement de Pablo. Peu de temps après l'apparition de Pablo, ils lui ont demandé s'il allait bien. « Pablo, tu es sûr que tu vas bien ?»« Oui, ne t'inquiète pas. Je suis juste fatigué et je veux aller dans ma chambre. Il ne se passe rien, t'en fais pas. » Il a avoué qu'il n'avait pas dormi depuis 4 nuits. Il n'avait pas l'air si fatigué que ça. Mais on voyait un Pablo en train de parler avec une façon incohérente et tout le temps. Ils l'ont vu monter dans l'ascenseur avec sa femme. Il l'a embrassé sur la joue et lui a tenu la main jusqu'à ce que la porte de l'ascenseur se ferme. Ils sont allés dans la chambre 514. Là, Pablo a allumé la télévision et la climatisation. Maria Marta a enlevé sa jupe courte et son chemisier vert. Elle a plié ses vêtements et les a laissés sur la chaise. Pablo a enlevé ses vêtements ainsi que sa chemise sombre. Ils sont restés nus, allongés sans parler, jusqu'à ce qu'elle lui tourne le dos. Quand tout d'un coup, Pablo lui demande les choses suivantes. « Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir quand j'étais au commissariat ? Walter m'a dit que tu étais en colère contre moi. C'est un mensonge. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour aller me chercher à l'hôpital ?» Et elle prononcera la phrase suivante. « Parce qu'on voulait te mettre dans un hôpital psychiatrique, Pablo. » Il était furieux. Il est rentré dans une furie et il s'est jeté contre Maria avec ses 120 kilos. Et là, il a commencé à l'étrangler avec ses 2 mains. Je l'ai fait de toutes mes forces. Je l'ai serré encore et encore. Les clients des chambres voisines n'avaient entendu aucun bruit. Maria s'était évanouie. Ensuite, Pablo va prendre le scalpel qu'il avait volé à l'hôpital Padilla, et ce qu'il va faire avec est juste inhumain. Avec une précision de chirurgien, il va couper le globe oculaire droit. Il va prendre soin de ne pas l'endommager. Il le prend avec ses doigts et l'arrache. Il va faire de même avec son œil gauche. Puis il les installe sur le lit, l'un à côté de l'autre. Puis ensuite, il va insérer le bout pointu du scalpel dans les parties de sa femme. Il va le bouger dans tous les sens. Je vous laisse imaginer la douleur. Il a coupé un morceau de viande de 2 cm qu'il a jeté sur le tapis. Il a fait également plusieurs coupures sur son corps. Amin est sorti nu dans le couloir du 5e étage, traînant sa femme morte par les cheveux. Il se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton. Puis il est allé dans la chambre 513 et a frappé à la porte. Il a laissé les taches de sang partout autour de lui. De là, il a traîné le corps jusqu'à l'escalier et il va la jeter sauvagement pour s'en débarrasser. Au 4e étage, elle a laissé une grande tache en tombant, éclaboussant le sol de sang. Là, il va la secouer dans tous les sens, avec toutes ses forces, et il va la traîner à nouveau dans les escaliers. À un moment, il arrive devant l'ascenseur. Il était en train de crier comme un fou, et ne s'arrêtait pas. Il était en train d'hurler de toutes ses forces, c'était effrayant. Le réceptionniste Sergio Nunez arriva à grands pas, dévalant les escaliers et s'arrêta soudainement, au palier entre le 1er et le 2e étage. Il avait vu quelque chose d'horrible, et se figea, pétrifié. Pablo, nu, était allongé sur le dos de sa femme, allongé au sol. Il l'a attrapé par les cheveux, et lui a claqué la tête contre le sol, au milieu d'une mare de sang. Il l'a fait encore et encore. Sa femme était encore vivante, mais elle avait du mal à respirer. Le réceptionniste était horrifié. Il venait de voir son visage. Ses yeux avaient disparu. Elle n'en avait plus. Il y avait 2 trous noirs, remplis de sang. La scène était des plus effroyables. Amin a regardé le réceptionniste et a crié « L'ascenseur! L'ascenseur! J'ai tué ma femme !» Et encore une fois, il l'a frappé au sol. L'employé de l'hôtel ferma les yeux, sentant qu'il allait s'évanouir. Quand il a pu les ouvrir, il a couru vers son téléphone. « Envoyez-moi l'ascenseur! L'ascenseur, la putain de sa mère! Envoyez-moi l'ascenseur, merde !» Dans l'hôtel, c'était la folie. Pablo Amin venait d'assassiner sa femme. Il y avait du sang partout, et le réceptionniste avait l'impression de vivre un cauchemar. Il était temps d'en finir avec ce massacre, et d'alerter la police pour stopper tout ça. Pablo Amin, il est temps pour toi de te faire arrêter. Banks.
police n'a pas mis plus de 3 minutes pour arriver. Et heureusement parce que c'était le bordel. À ce moment-là, Maria Marta était déjà morte. Le corps de la femme était au sol, mais Pablo était en train de continuer de frapper dessus. « Mets-toi à terre !» lui ordonna le policier. Amine le regarda avec ses 2 mètres, nu, ensanglanté et agité. À ses pieds se trouvait le corps mutilé de sa femme. « Mets-toi par terre, merde !» répéta le policier et dégaina son arme. Pablo s'est agenouillé au sol, puis il s'est jeté par terre. « Ne me tuez pas, monsieur le policier, s'il vous plaît. Ne me tirez pas dessus. » 5 minutes plus tard, d'autres policiers sont arrivés et l'ont menotté. « S'il vous plaît, officier, rassemblez mes reins et mon foie. » a-t-il demandé. « Je veux de l'eau, c'était une émotion trop violente, je suis fou et je suis intouchable. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Je veux de l'eau, j'ai un anneau dans la gorge. Donnez-moi de l'eau et le Seigneur vous pardonnera. Je veux H2O, je veux de l'eau, ayez pitié. » Pablo disait n'importe quoi, il était complètement détraqué. L'un des agents de la police déclara les choses suivantes. Certains clients de l'hôtel venus tourner un documentaire sont venus voir ce qui se passait. L'un d'eux s'est mis à vomir. Pablo a été transporté à l'hôpital, on lui a administré 3 tranquillisants par voie intraveineuse. Mais il n'arrêtait pas de crier, sous le regard étonné des médecins et des policiers. L'arme avec laquelle il avait crevé les yeux de sa femme n'est jamais apparue. Le fameux scalpel volé à l'hôpital, souvenez-vous. Il ne l'a pas jeté dans les toilettes, car les policiers n'ont pas trouvé de sang dans la salle de bain. S'il l'avait jeté par la fenêtre, la police l'aurait retrouvé, ça c'est sûr. On soupçonnait qu'il aurait pu le livrer aux invités de la chambre 513, où se trouvaient Walter Cancino et sa femme. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien entendu, malgré le regard étonné des médecins et des policiers qui les interrogeaient. Je trouve ça assez bizarre quand même, ça paraît très louche cette histoire. Une femme se fait tuer sauvagement par un homme qui est en train de crier de toutes parts, et toi, tu n'as rien entendu. C'est très louche je trouve, et la piste qu'il y ait des complices dans cette affaire n'est pas à négliger. Après le crime, il a été amené à l'hôpital psychiatrique d'Obarrio. Aucun membre de la famille de Pablo n'a comparu devant les tribunaux correctionnels pour s'informer de la situation de l'accusé. Pendant le procès, Amine essayait de passer pour un fou. Il disait tout et n'importe quoi. Quand le juge lui posait des questions, il répondait toujours à côté de la plaque. Voici des exemples de réponses complètement débiles qu'il a pu sortir. Où êtes-vous né, monsieur? De l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et du Groenland. Qui sont vos parents? Michael Owen Johnson et ma mère. Maria del Carmen, Lara Jolie, Schwarzenegger par Michael Owen Johnson. Vous êtes allé au collège, dites-moi? Non, j'ai suivi des cours d'introduction à l'économie. De plus, je suis propriétaire de l'Institut National de Formation Aéroportuaire. J'ai un aéroport à Cordoue et un hôtel. Il essayait de jouer au fou, mais il le faisait très mal. On sentait qu'il était en train de mentir, de simuler pour avoir une peine réduite. Personne n'est rentré dans son jeu, et heureusement j'ai envie de dire. Il va même à un moment menacer le greffier. Vous voulez que je vous crève les yeux? Il a sorti ces mots comme ça, et le pire c'est ce qu'il avait fait à sa femme. Bref, cet homme était très dangereux. S'il n'avait pas été arrêté, qui sait ce qu'il aurait fait à d'autres? Après toutes ces questions-réponses qui n'ont servi strictement à rien, Pablo va être jugé. En septembre 2009, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour homicide. La décision a été confirmée par la Cour suprême de la nation. Ensuite, il a été enfermé avec les 25 criminels les plus dangereux en Argentine. Il était dans l'unité numéro 9 de sécurité maximale dans la prison Villa Urquiza. Pourquoi Pablo Amine a tué sa femme? C'est la question qui n'a pas eu de réponse satisfaisante tout au long du processus judiciaire. Beaucoup disaient qu'il y avait une rivalité avec son épouse quant à leur vie professionnelle. Ils seraient devenus ennemis par la suite. On parlait d'infidélité et de gros problèmes de couple. Les gens disaient qu'il était jaloux et c'est pour ça qu'il aurait assassiné sa femme, Maria Marta. C'est tellement triste d'en arriver là. De se dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Quelle triste merde, sérieux. Début 2019, Amine s'est remarié avec une femme qu'il a rencontrée à l'intérieur de la prison. Il y a eu une grande fête ce jour-là, avec la famille et les amis de la mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu vas te marier avec un monstre pareil, sachant tout ce qu'il a fait? Il y a vraiment des gens bizarres dans cette vie. Il y a des milliers d'hommes et toi tu choisis un psychopathe tueur. Je sais même pas pourquoi j'essaie de réfléchir. Il y a des choses qu'on n'explique pas apparemment. Enfin bref, concernant cette histoire, ma théorie est la suivante. Pablo aurait fait semblant d'être fou pour éviter la prison, mais son plan n'a pas fonctionné. Les frères de la victime se sont prononcés après le procès, en précisant que depuis qu'elle était mariée avec lui, il faisait tout pour l'éloigner de sa famille et de ses amis. Le meurtre était bien pensé et prémédité. Le fait d'aller à l'hôpital le jour même et de voler un scalpel. Qu'il dise à sa femme « Ne t'inquiète pas mon amour, je t'expliquerai tout ça quand on sera à l'hôtel ». Pour moi, c'est un monstre qui n'a pas supporté que sa femme poste des photos dénudées d'elle, et qui au lieu de la quitter, l'a tout simplement éliminé. Ainsi se termine l'affaire Pablo El Loco. J'attends votre analyse concernant cette histoire. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur cet homme. S'il y en a qui pensent qu'il était vraiment fou, ou au contraire qu'il n'a fait que simuler depuis le début. Personnellement, j'ai cette forte impression qu'il avait une haine en lui, qu'il avait envie de se venger. Il n'a pas supporté que sa femme partage ses photos, et il a tout calculé pour la tuer dans d'atroces souffrances. C'est mon point de vue sur cette affaire. En tout cas, j'attends le vôtre avec impatience. Cette vidéo est déjà terminée, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.